Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre intérêt sur le capital investissement pour les particuliers. Je m'appelle Gorka Gonzalez, je suis en charge de l'activité retail, donc l'activité qui permet de lancer des fonds de capital investissement auprès des particuliers. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le thème de Big, c'est la fierté. Alors je pense qu'autour de cette table, nous sommes fiers de vous présenter les résultats du deuxième baromètre du capital investissement auprès des particuliers. Fier, vous allez le voir, parce qu'il y a une évolution positive des principaux indicateurs, même si le chemin à parcourir reste encore long. Il y a déjà une évolution, on va dire, qui est enclenchée, une révolution qui est enclenchée. Donc, je vais présenter mes deux collègues aujourd'hui. Donc, Alexis Dupont, tu es directeur général, pas encore président, de France Invest. France Invest est l'association des professionnels du private equity en France. C'est une place d'échange pour diffuser les bonnes pratiques de cette classe d'actifs auprès, on va dire, des professionnels qui composent ce secteur. Deuxième intervenant, Stéphane Lefebvre-Mazurel. Tu es directeur général adjoint d'Opinionway, qui est le cabinet de conseil de sondage qui nous a accompagnés pour ce deuxième baromètre, deuxième année consécutive. Donc tu commences à être un guest invité très connu de notre audience. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je suggère de passer une courte vidéo de 2 minutes qui va vous donner un peu une synthèse de ce qu'on a appris ces derniers mois sur les attentes des particuliers comme vous. Alors, c'est une bonne synthèse, mais vous pouvez rester, parce qu'on va dévoiler d'autres informations et d'autres surprises durant la session. On a interrogé plus de 1000 particuliers pour pouvoir vous présenter ces résultats. Ce qu'on on cherche à comprendre, c'est quelle est votre perception, quels sont les freins pour franchir le pas et investir dans notre classe d'actifs, le capital investissement ou private equity en anglais, et même d'aller plus loin et de vous demander quelles sont les caractéristiques que vous recherchez pour ce type de solution. On n'a pas pu amener les 1000 particuliers, mais on a la voix de l'investisseur qui est incarnée par Sonia derrière moi, qui va vous partager quelques verbatims, quelques pépites
qu'on a sélectionnés sur l'ensemble des 3 sujets qu'on va partager durant les 50 prochaines minutes. Est-ce que vous pouvez passer les slides en régie, s'il vous plaît? Merci. Crise, en chinois, ça veut aussi dire opportunité. On ne vit d'ailleurs que dans un monde en crise maintenant. C'est au creux de la vague que c'est le meilleur moment d'acheter. Et depuis le Covid, on vit des crises tous les 3 mois. Donc il faut continuer de vivre. Merci Sonia, merci la voix de l'investisseur. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire 2 mots un peu plus quantitatifs sur le contexte? Alors avec plaisir, bonjour à tous. Donc oui, c'est la 2e édition du baromètre. On a fait évoluer un petit peu la méthodologie, j'en parle 2 secondes, c'est important, puisqu'en fait, l'année dernière, on était sur une étude quantitative. Cette année, on est sur une étude quantitative et qualitative, ce qui permet justement d'avoir la voix du client et de voir un petit peu ces verbatims qui viennent alimenter les chiffres qu'on vous sort. C'est bien d'avoir les feuilles qui tombent comme ça à chaque fois. En termes de contexte, 3 chiffres qui sont assez importants à avoir concernant en effet la cible qu'on a interrogée. Déjà, 46% d'entre eux sont conscients qu'aujourd'hui, le contexte économique se dégrade et il est amené à se dégrader dans les 12 prochains mois. Donc on a quand même une cible aujourd'hui qui n'est pas vraiment très optimiste sur l'avenir en termes économiques dans ce qui concerne la France, peut-être même au niveau Europe. En revanche, on voit quand même que ce contexte fait que eux, ça leur ouvre aussi des opportunités peut-être pour investir un petit peu plus. Ils ont la chance d'avoir un peu d'épargne qui a progressé ces derniers temps et un des verbatims allait dans ce sens-là. C'est pas parce qu'en fait finalement c'est la crise qu'il faut pas continuer à investir. Et eux, 46% d'entre eux nous disent qu'en effet, ils ont le sentiment que leur situation leur permet d'investir dans des placements financiers. C'est un chiffre qui progresse de 4 points. Et donc, qui dit possibilité d'investir, dit aussi intention de souscription qui augmente, lui, de 8 points. On a 41% des gens qu'on a interrogés qui nous disent que oui, ils sont prêts aujourd'hui à souscrire un placement financier au cours des 12 prochains mois. Super, donc on retient un contexte macroéconomique qui se dégrade, mais malgré ça, une capacité d'investissement et d'épargne, un sentiment de capacité d'épargne qui se développe. Alors, pardon, ouais, juste un point, c'est-à-dire qu'ils nous disent je suis prêt à plus investir, c'est quelque part, c'est dans mon ensemble d'épargne, je vais peut-être moins faire de l'achat plaisir et un peu plus épargner de l'argent en fait, donc investir. Super, merci beaucoup. On va passer au premier thème de l'après-midi qui est un peu l'arrêt sur image. L'arrêt sur image qu'on a pu faire par rapport à 2022-2023, donc l'évolution. Si, voilà, super. Je veux bien faire la voix de l'investisseuse. Vas-y, Sonia. Et l'investisseur nous dit, au sujet du capital investissement, le réel, la vraie économie, celle qui crée des emplois, pas de la finance déconnectée, on pourra donc mieux juger. Et il dit aussi, ça apporte un peu de fraîcheur par rapport aux autres produits, j'ai bien envie d'en savoir plus. Donc Stéphane, sur les indicateurs qu'on a vus dans la vidéo, dans le motion, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a vraiment une évolution positive? Alors, il y a 4 indicateurs clés qui étaient intéressants de suivre par rapport à l'année dernière. Le premier, c'est notoriété. Quelle est la notoriété du capital investissement en 2023? Je vous rappelle que l'année dernière, il était à 20%. On voit qu'il passe à 27%. Donc ça, c'est un chiffre positif, une évolution positive de 7 points. Néanmoins, comme dans tout chiffre, il y a aussi une double lecture. Il y en a un que vous n'avez pas là. Il y a quand même aujourd'hui 50% des gens qu'on a interrogés qui ne connaissent toujours pas le capital investissement. Donc oui, une progression, mais une marge de progression qui reste encore très importante. Il faut savoir aussi qu'auprès de ceux qui ont déjà investi, la notoriété du capital investissement, par contre, est passée de plus de 16 points à 85%. Donc on voit qu'auprès des spécialistes, là, c'est quelque chose qui est maintenant bien acquis, ce que c'est un capital investissement. Le deuxième chiffre qui était intéressant de voir, c'était l'expérience. C'était en gros la question, est-ce que vous avez déjà investi en capital investissement? On était l'année dernière à 7%, on passe à 11%, une progression de 4 points. Le troisième, c'était l'image. Il y avait déjà une bonne image l'année dernière qui était constatée. On était à 64% de bonne image. On passe à 69%.
Donc on pourrait voir une belle progression. Néanmoins, là aussi, il faut faire attention, il faut modérer. Il y a une bonne image à 69, enfin un sous-total bonne image à 69%, mais 63% nous disent oui, j'ai plutôt une bonne image. Ceux qui ont une très bonne image, donc ceux qui connaissent très bien aussi le produit, finalement, il n'y en a pas tant que ça, mais on voit quand même qu'il y a un a priori très positif en ce qui concerne le capital investissement. Et puis le dernier, la projection, c'est-à-dire la question qui était « Seriez-vous prêt à investir en capital investissement ?» On est passé cette année à 37%, on progresse en effet de 8 points, pardon, on était à 29. Intéressant de voir qu'auprès de ceux qui l'ont testé, le tester, c'est l'adopter, c'est un petit peu ça. Auprès de ceux qui l'ont testé, on est à 84% qui nous disent qu'ils sont prêts à réinvestir dans le capital investissement. Ce sont les mêmes qui ont une très bonne image du capital investissement. Et eux, pour le coup, ils l'ont testé le produit. Donc s'ils en ont une bonne image, on peut croire que, pour le coup, l'expérience a été vraiment positive et bénéfique. Donc les écarts, les évolutions qu'on note cette année sur ces 4 indicateurs d'un point de vue méthodologique statistique sont significatifs. Ils sont significatifs. D'accord. On va faire un petit jeu que les professionnels du capital investissement ne lèvent pas la main. On va plutôt poser la question aux particuliers dans la salle. Qui connaît le capital investissement et qui est particulier? Bon, ou bien il y a beaucoup de professionnels ou il y a peu de particuliers qui connaissent. Et qui a déjà investi? Tout le monde, toute population confondue. Bon voilà, je pense qu'on a un billet, on a un échantillon avec un billet. Donc Alexis, pour te passer la parole, comment expliques-tu cette évolution positive de ta tour de contrôle qui est France Invest? Alors, on a un biais, mais on a encore un peu de travail en notoriété, visiblement. Non, d'abord, peut-être en introduction, dire qu'on est vraiment ravis de ce partenariat avec BPI, avec toi, Gorka, cette année, à nouveau pour décrypter les évolutions de notoriété et de perception de cette industrie qui, évidemment, nous tient beaucoup à cœur. Bon, il y a beaucoup de messages positifs, je pense, d'abord sur la progression de la notoriété. Il est vrai qu'on part d'assez loin, donc quelque part, on ne peut que progresser par rapport à ça, mais la progression est rapide. Je pense qu'il faut y voir le résultat d'un travail assez collectif, un travail de votre part, un travail de notre part, et surtout un travail des professionnels du métier qui, petit à petit, année après année, structurent des offres, tissent des liens avec les réseaux de distribution, voilà, font leur travail de commercialisation, d'explication, de pédagogie. Et en fait, ce qu'on est en train de voir dans ces chiffres, c'est que ce travail est en train de payer, ce travail de décryptage et d'explication. Alors c'est une excellente nouvelle parce que évidemment ça bénéficiera aux épargnants, puis ça bénéficiera aussi à tout notre tissu de PME français qui, on le dit jamais assez, est vraiment extraordinaire et doit être une source de fierté. Moi, je pense que ce sera une source de fierté pour les épargnants d'avoir contribué à le renforcer. Donc cette notoriété, vraiment, je pense qu'elle est intimement liée au développement d'une nouvelle offre et de nouveaux produits sur lesquels on reviendra peut-être. Je voulais m'arrêter une seconde sur l'essayer, c'est l'adopter, ou tester, c'est l'acheter. Je pense que c'est un message qui est extrêmement positif parce que finalement c'est le retour client. Et ce qu'on est en train de voir ici sur une population de CSP+, d'épargnants, je dirais, ordinaires, c'est en fait le prolongement de ce qu'on a vu depuis de nombreuses années sur la population des personnes fortunées, des family office, qui depuis assez longtemps maintenant ont adopté cette classe d'actifs, y ont pris goût et y reviennent. C'est vraiment quelque chose d'assez positif. Je rappelle quand même que ce métier est né d'abord d'une demande d'investissement de la part de familles industrielles qui voulaient retrouver un moyen de recycler, de réinvestir une partie de leur patrimoine dans l'économie réelle. C'est vraiment un phénomène qu'on a vu se prolonger ces dernières années et qu'on voit se traduire maintenant au niveau d'une autre population qui essaye, teste, y prend goût et puis finalement il revient. Donc ça, c'est beaucoup de bonnes nouvelles finalement. Bon, on n'est malheureusement pas encore au niveau des crypto-monnaies, par exemple, hein, même si on est une classe d'actifs moins risquée et volatile, j'ose dire. Quel est un peu le mouvement que tu as pu voir, les changements que tu as pu constater ces 2 dernières années au niveau de l'offre pour les particuliers? Est-ce que parmi vos adhérents, 400 sociétés de gestion, il y a vraiment eu un effort pour adapter, on va dire, cette classe d'actifs institutionnelle pour des particuliers qui étaient moins avertis, qui avaient des montants beaucoup plus petits à investir?
Bon, d'abord, la base, c'est qu'il y a une demande. C'est-à-dire que tout ça est quand même parti d'une demande importante des investisseurs particuliers. Il y a une vraie demande assez profonde de sens, de quelque chose en termes d'intelligibilité du placement, de son impact concret, tangible sur l'économie. Donc là, on coche beaucoup de cases par rapport à ça. Il y a aussi plus simplement un rattrapage par rapport à d'autres pays. Je pense aux États-Unis où l'investissement dans le capital investissement est beaucoup, beaucoup plus développé auprès de la population des CSP+. Donc, rattrapage qui est bienvenu, mais qui est voilà, quelque chose de naturel, on va dire. Et puis, il y a quand même l'offre que tu évoques. Cette offre, elle est marquée par un phénomène assez important depuis 4 ou 5 ans. Historiquement, cette classe d'actifs s'est développée auprès des particuliers, plutôt avec des offres spécifiques, dédiées, parfois avec des avantages fiscaux à l'entrée, et des acteurs qui étaient spécialisés sur cette population-là. Là, on a un mouvement depuis 4-5 ans qui est complètement différent. On a une population de sociétés de gestion tournée initialement exclusivement vers le monde institutionnel, les grands acteurs que tout le monde connaît, des grandes plateformes diversifiées qui ont décidé de mettre à profit et au service des épargnants leur savoir-faire en termes de gestion institutionnelle et de rendre accessibles finalement tous ces produits qui étaient destinés essentiellement aux investisseurs institutionnels à l'origine, aux épargnants particuliers. Et ça, ils le font en adaptant leur offre, en créant des produits qui vont venir s'investir dans des fonds institutionnels, en créant des offres dédiées miroirs de ce qu'ils font vis-à-vis des institutionnels, en innovant. Il y a tout le débat sur les fonds evergreen, semi-ouverts. Enfin, il y a une innovation, une créativité sur le marché pour répondre à cette demande qui est vraiment très importante. Puis je n'ai pas parlé des unités de compte sur lesquelles il y a pas mal de développement. Peut-être juste pour fixer les idées, quantitativement parlant, on mesure chez France Invest dans nos statistiques chaque année les évolutions. L'année dernière, on avait 4,8 milliards d'euros investis au sens large par les personnes physiques et family office dans notre classe d'actifs. Alors là-dedans, il y a beaucoup d'investisseurs professionnels, mais on voit que la dynamique vient beaucoup de la population des investisseurs non professionnels, qui ne sont pas des investisseurs fortunés, très sophistiqués. On avait plus de 600 millions d'euros levés en unités de compte, par exemple. C'est probablement un minorant de la réalité. Donc il y a une vraie dynamique qui est en train de s'amorcer. Alors peut-être deux précisions importantes. La première, malgré tous ces messages positifs, la réalité aujourd'hui que le taux d'exposition des Français à la classe active est inférieur à 1%, il est de 0,01%. Et là, on converge sur les mêmes chiffres côté BPI France et France Invest. Donc le chemin à parcourir est encore long, ce qui est, on va dire, un univers d'opportunités, mais il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Le deuxième élément quand même qu'il faut rappeler, c'est que tu as parlé des sociétés de gestion, de l'assurance vie, il y a un rôle indispensable qui est joué essentiel par les distributeurs, sur lequel vous faites un travail formidable de pédagogie, puisque c'est une classe d'actifs à part entière que les distributeurs comme les banques, les compagnies d'assurance, les conseillers en gestion de patrimoine n'ont pas l'habitude de travailler, n'ont pas l'habitude de proposer à leurs clients, puisqu'il faut faire un conseil en investissement, et ils sont moins à l'aise avec cette classe d'actifs. Et donc là, vous œuvrez aussi, non seulement avec votre communauté, on va dire, des membres de gestion, mais également en amont avec certains de ces distributeurs. Oui, évidemment, ce qui se passe avec les distributeurs est absolument clé, puisqu'à la fin, c'est le distributeur qui conseille, qui explique aux clients, et je crois que ça ressortait de l'étude, c'est une classe d'actifs qui est différente des autres, qui a besoin de beaucoup de pédagogie, d'explication, de conviction aussi par rapport à ses spécificités et ses atouts. Donc oui, c'est une population très importante, les distributeurs. Évidemment, les distributeurs, pour qu'ils puissent faire leur travail, il faut que le cadre réglementaire soit adapté à tout ça, et ça, c'est un enjeu assez important. C'est une super transition sur le point suivant. Donc les évolutions réglementaires qui aussi, on va dire que les pouvoirs publics ont pris conscience de cette demande, de cet aspect vertueux de flécher l'épargne des Français vers la classe d'actifs qui, in fine, investir dans les startups, PME, TPE locales. Peut-être 2 mots sur cette évolution réglementaire, et je pourrais compléter de voir comment ça a permis aussi de faire émerger la classe d'actifs auprès des particuliers. Oui, rapidement, peut-être sans noyer tout le monde dans les décrets, les lois, etc. Mais quand même, il y a un mouvement de fond très important impulsé par les pouvoirs publics, et dont je veux vraiment saluer l'engagement aujourd'hui, pour favoriser une plus grande accessibilité du capital investissement aux épargnants particuliers. Alors ça a commencé il y a quelques années avec la loi Macron, les prémices de cette ouverture, puis ça s'est surtout concrétisé en 2019 avec la loi Pacte, où des dispositions très importantes ont été prises pour favoriser et faciliter la diffusion du capital investissement, notamment en assurance
vie dans les unités de compte, avec pas mal d'adaptations législatives et réglementaires. Donc ça a vraiment été le tournant pour aller vers plus de démocratisation et puis pour que les acteurs institutionnels que j'évoquais tout à l'heure se mobilisent. On n'arrive pas là par hasard, il faut le cadre réglementaire, il faut les distributeurs, il faut la demande des épargnants, et puis derrière, il y a 40 ans de travail de la profession pour en arriver là. Et d'ailleurs, quand on regarde les évolutions réglementaires, ce n'est pas un épiphénomène franco-français. On voit bien que le marché européen s'y met, avec un premier label LTIF 20, un deuxième label LTIF 2 qui sort en janvier 2024, qui fait un peu sauter tous les verrous qui existaient sur la première version pour donner accès aux particuliers à la classe d'actifs, plus de tickets minimum, la possibilité de faire des fonds de fonds, qui sont des produits mieux diversifiés, plus aptes pour les particuliers, la possibilité de faire des evergreen, une plus grande flexibilité dans la politique d'investissement, et j'en passe des meilleurs. Donc c'est vrai qu'on sent, même les pouvoirs publics européens, une volonté forte de créer un marché unique aussi, pour rattraper le retard vis-à-vis d'autres marchés comme l'américain, et d'avoir un vrai marché unique pour flécher cette épargne des particuliers vers l'économie réelle européenne. Oui, tout à fait. Et puis encore une fois, il y a des vrais besoins derrière pour les entreprises qui vont avoir des enjeux de transformation très très importants, notamment les PME. Il y a une vraie vision des pouvoirs publics en termes d'enjeux de souveraineté sur notre capacité à accompagner le tissu de PME. Il y a un phénomène mondial. La démocratisation, c'est pas un phénomène français ni européen. C'est la plus grande accessibilité de cette classe d'actifs. Ça s'inscrit dans une trajectoire de long terme qui est au niveau mondial. Donc oui, il se passe beaucoup de choses. LTIF, c'est effectivement un élément important au niveau européen. Je voudrais quand même citer la loi industrie verte au niveau français, qui est, l'encre n'est pas encore complètement sèche, on n'est pas très loin, qui est notamment une très très bonne nouvelle, qui sera sans doute une très très bonne nouvelle pour la diffusion du capital investissement dans les plans d'épargne retraite, puisqu'on parle beaucoup d'unités de compte, mais le plan d'épargne retraite bloqué sur 20 ou 30 ans, ça correspond parfaitement, c'est l'enveloppe parfaite pour du capital investissement sur la durée. Donc voilà, je pense qu'en France, on commence à avoir l'infrastructure. On parlait d'assurance vie, la durée de détention moyenne d'un contrat d'assurance vie, c'est 12 ans. Les plans épargne retraite collectif, c'est du très long. Donc effectivement, on a les enveloppes, on a l'infrastructure pour pouvoir packager, proposer la classe active aux particuliers. On va aller sur la deuxième thématique de l'après-midi, qui est un peu plus fun, la nouvelle cible qu'on a identifiée. Et ça, c'est une nouveauté de cette année. De cette étude, effectivement, il y a l'émergence, Stéphane, de nos early adopters. Oui, et un jeune investisseur actif qui nous dit « J'essaie de me renseigner et de découvrir par moi-même. Un peu ce que j'ai fait avec les actions. » Alors en effet, un baromètre, ça a deux avantages. D'abord, on peut voir des évolutions, on l'a vu dans la première partie, puis ça permet aussi de temps en temps de voir émerger une nouvelle cible. Cette année, c'est vrai qu'on a pu voir que cette cible des jeunes actifs 30 à 39 ans était une cible vraiment très intéressante à analyser. D'abord, dans le contexte, il faut vous dire que sur les 1000 personnes que l'on a interrogées, qui étaient un échantillon national représentatif des CSP+, finalement, les jeunes de 30 à 39 ans, ils représentent un quart des personnes qu'on a interrogées. C'est quand même pas négligeable comme cible. Et puis, finalement, quand on regarde les faits, oui, c'est ça, vous les voyez bien derrière, il y a quand même 4-5 éléments qui sont intéressants. D'abord, ce sont des gens qui ont davantage d'intention de souscrire en placement financier. Rappelez-vous, on était à 41% sur l'ensemble des gens que l'on a interrogés, on est à 54% auprès des 30-39 ans. Donc là, on a déjà un écart d'un différentiel de 13 points et surtout une évolution de 16 points par rapport à l'année dernière. Donc une dynamique qui s'est mise en route. Ils connaissent mieux le capital investissement. L'ensemble de la population que l'on a interrogée, on était à 27, eux, ils sont à 35. Okay, là aussi, écart de 8 points et puis aussi une dynamique d'une progression de 10 points par rapport à l'année dernière. Et le dernier fait que l'on a pu voir, c'est qu'ils sont également plus nombreux cette année à avoir déjà investi dans le capital investissement. On était à 11% pour l'ensemble de la population. Auprès de ces 30-39 ans, on est à 15%. Et là aussi, avec une dynamique positive, on a progressé de 7 points en un an, spécifiquement sur cette cible. Donc c'est vrai que c'est on va dire un segment qui est très intéressant, qui a sûrement permis de faire émerger des classes d'actifs comme le crowd equity, le crowdfunding en France, voire en Europe, les cryptos. De ton point de vue France Invest, comment vos adhérents, quand je dis adhérents, encore une fois, c'est cette gestion, donc c'est les usines qui produisent les produits d'investissement pour les particuliers, ou pas, comment ils sont adaptés à cette nouvelle cible? Est-ce qu'ils ont vraiment fait évoluer leur offre ou ils réfléchissent? Alors c'est pas encore des usines, on reste plutôt dans l'orfèvrerie
le coût humain, mais on va de plus en plus aller effectivement vers cet élargissement et cette industrialisation, on va dire, de la diffusion. Comment est-ce qu'on adresse cette nouvelle population? Je pense que l'enjeu de notoriété, il dépasse l'enjeu de commercialisation. Un épargnant de 35 ans, c'est comme un épargnant de 60 ans ou de 70 ans. Il faut lui expliquer avec la même rigueur, avec la même pédagogie, avec le même contenu, comment fonctionne la classe d'actifs et ce qu'elle fait. Je pense qu'il y a une attente plus marquée chez les jeunes en termes de sens, de recherche d'impact, et auquel la classe d'actifs répond particulièrement bien. Donc ça, je pense que c'est des enjeux peut-être sur lesquels les adhérents peuvent insister un petit peu plus. Mais au-delà de la commercialisation, il y a un enjeu tout simplement de notoriété, c'est-à-dire d'expliquer ce qu'on fait, de faire témoigner des dirigeants d'entreprises qui ont été accompagnés de l'impact qu'a eu cet accompagnement par le capital investissement, de témoigner en termes de performance de la classe d'actifs. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à adresser. Nous, on le fait aussi un petit peu à notre niveau vis-à-vis de notre communauté élargie. Alors, évidemment, la plupart savent ce que c'est que le capital investissement, mais typiquement, aller dans les écoles, expliquer ce qu'est notre métier. On a une profession qui est assez jeune. En réalité, il y a beaucoup de jeunes dans les équipes qui sont très familiers du métier puisqu'ils l'exercent au quotidien, qui peuvent en parler autour d'eux, qui peuvent aller dans les écoles expliquer la nature de leur métier et peut-être donner envie à ceux qui seront des épargnants demain de se mobiliser. Donc, Et alors, c'est quoi le métier d'un investisseur en capital investissement, vraiment d'une société de gestion dont la classe d'actifs est d'investir c'est quoi vraiment le métier, le quotidien? Si tu veux expliquer simplement à notre audience aujourd'hui. Oh, ça va être. Alors, je vais essayer de résumer ça de façon assez simple parce qu'il y a beaucoup C'était de pas métiers. prévu, hein, mais Non, mais on n'est pas de problème. Il y a beaucoup de métiers dans les sociétés de gestion. Il y a des activités assez variables. Mais si on prend le cœur de métier qui est l'investissement, on est sur un métier qui est à la croisée parfaite du monde de l'entrepreneuriat. Il faut être capable de parler, de comprendre un entrepreneur, ses besoins, ses attentes et de l'accompagner. Parce que je rappelle que l'investissement, c'est pas à t égale 0, c'est sur 5 à 7 ans qu'on vit avec l'entrepreneur qu'on accompagne. Donc il faut être capable d'avoir cette relation humaine, cet échange et cette valeur ajoutée finalement pour ceux qu'on accompagne dans la durée. Et puis c'est aussi un métier financier où il faut être capable de comprendre les chiffres, les enjeux d'une croissance et puis de soutenir de la création de valeur, la création de richesse par l'entreprise qu'on accompagne dans la durée, de trouver des leviers pour l'accompagner et le soutenir. Donc c'est vraiment 2 métiers en un en réalité. Donc j'espère que tu vas générer des vocations. Donc c'est le côté financier, mais également très relationnel. C'est un appui de capital, mais pas seulement, d'expérience aussi. C'est un métier humain qui nécessite des compétences financières. Stéphane, je crois qu'on a oublié des chiffres sur les jeunes actifs. Donc je te repasse peut-être la parole. Oui, oublier des chiffres. En fait, on avait parlé des faits et là, l'idée, c'était de voir un petit peu les raisons. Pourquoi, en fait, cette génération 30-39 ans va plus spontanément vers le capital investissement. Et en fait, on a vu certaines choses qui étaient intéressantes. Et la transparence, je ne vais pas forcément vous parler de tous les chiffres là, mais la transparence, c'est vraiment un élément, une dimension qui est très attendue et importante par cette génération de 30-39 ans. On va le voir par la suite. Pour eux, c'est capital qu'en effet, il y ait une grande transparence et le capital investissement, justement, bénéficie de cet avantage. Donc ça, pour eux, la transparence, c'est vraiment très, très important. Le caractère concret, la simplicité de gestion, oui, bien sûr, parce que ce ne sont pas non plus des experts. Ils veulent que ça aille vite et que ça ne prenne pas trop la tête, en fait. Donc, on retrouve ces éléments qui sont quand même dans l'efficacité. Et puis, on voit aussi que le capital investissement, ça attise leur curiosité. 73% nous disent « ça me donne davantage d'en savoir plus ». Donc, comme quoi, il y a quand même des éléments dans le capital investissement, dans les bénéfices du capital investissement, qui leur répond à leurs valeurs et aussi à leurs standards. Et la dernière preuve, c'est le fait que ça corresponde plus à leurs attentes. 59% versus 54% pour les répondants. Vous pourriez me dire qu'il n'y a que 5 points d'écart. Néanmoins, c'est quand même 5 points. Et c'est surtout quelque chose qui progresse de 11 points par rapport à l'année dernière. C'est quoi leurs attentes en fait? Leurs attentes, on revient sur la transparence, qui en est même limite à être de la traçabilité. Et c'est vrai que le capital investissement, savoir que ce que je vais investir va dans des PME et du coup je suis moi-même presque quelqu'un de la PME, ça ils aiment bien. Ils aiment bien être concernés là où ils vont investir. C'est également l'accessibilité. Et puis on va le voir après, c'est le fait que ce soit un peu court terme si idéalement ils le peuvent. Revenons sur 2 points qui sont très importants, puisque je pense que la classe active offre vraiment ces 2 bénéfices. On parlera des risques après, il n'y a pas que des bénéfices. La transparence et l'aspect concret.
qui sont liés. Hein. C'est la seule classe d'actifs quand vous investissez dans un fonds où vous allez avoir la transparence sur le portefeuille, vous allez voir vos 10, 15, 20 lignes et quelles sont les sociétés dans lesquelles le gérant a mis ses billes. Si vous investissez dans un fonds action, il y aura 300 lignes. Le gérant vous donnera action cotée la visibilité sur les 10, 15, 20 lignes les plus significatives. Donc c'est vrai qu'on a un côté, la chance dans le capital investissement d'avoir vraiment de toucher du doigt les sociétés du portefeuille, avec souvent des positions majoritaires, hein, ça peut arriver, où effectivement on influence la stratégie de la boîte pour les 3-5 prochaines années. Et donc on fait part de la vie et du devenir de cette entreprise qui fait partie du portefeuille. Et peut-être juste pour rebondir, un autre aspect, mais qui est lié à ce que tu viens de dire, d'attractivité pour cette population d'early adopters, hein, de 30-39 ans, c'est ce qu'on retrouve un petit peu à travers l'investissement en capital investissement dans des PME, c'est un petit goût d'entrepreneuriat, ou en tout cas quelque chose qui ressemble à cette fascination qu'a cette population-là pour l'entrepreneuriat, cette vraie émergence d'une génération d'entrepreneurs, enfin, qu'on célèbre aujourd'hui, hein, dans cet événement. Je pense qu'on y retrouve un petit peu de ça aussi, cette capacité d'aller accompagner des startups, des PME, des ETI au travers de ces véhicules-là, et de mettre un petit peu à profit son épargne en soutien à l'entrepreneuriat français d'une certaine façon. On ne vous dit pas en tant qu'investisseur que vous pourrez aller au conseil d'administration, mais il y a quelqu'un pour vous qui vous représentera et qui vous racontera les échanges qu'il y a eu, on va dire, au niveau de la gouvernance des boîtes du portefeuille. Je vais peut-être un peu loin, mais c'est ça l'esprit. Peut-être pour finir sur cette thématique des jeunes actifs, qui était une surprise pour nous. Effectivement, c'était vraiment les scorings des jeunes actifs sur plusieurs indicateurs étaient vraiment élevés. C'est une bonne nouvelle, puisque c'est un peu les investisseurs de demain. Est-ce que vous, au niveau de France Invest, au niveau de votre organisation, comment vous intégrez ces jeunes actifs dans vos projets, plus en interne chez vous, hein? Oui, on essaye c'est une population qui est jeune, hein, comme je le disais, dans la profession, qui est aussi avec des gens qui ont de l'expérience, mais on essaye de prendre les avis et les conseils de tout le monde. Chez France Invest, on a un board des moins de 35 ans, avec des gens formidables, très motivés, qui viennent nous aider à réfléchir aussi, notamment à la perception de cette classe d'actifs à l'extérieur. Et ça nous challenge pas mal, parce qu'on a parfois des réflexes qui ne sont pas forcément bien fondés. Donc c'est mieux de demander l'avis aux personnes directement concernées. Super. On va attaquer le dernier thème on va dire de l'atelier, qui est le plus important, parce que là, on va partager avec vous les constats, mais comment aller plus loin, comment vous permettre de franchir le pas. Donc, on va commencer par la voie de l'investisseur. 2 choses. Je suis ouvert à la nouveauté, mais je ne vais pas mettre 10 000 € dans un seul placement. Et encore, on parle de 10 ans, mais c'est trop long. Il faut proposer d'autres horizons plus courts, surtout quand on débute. L'idée, c'est d'y aller progressivement. Oui, alors en effet, là, l'idée était de voir un petit peu aujourd'hui, si on a fait, comme tu disais, le constat, qu'en est-il d'une projection? Et une des questions importantes était de savoir aujourd'hui, sur la cible qu'on a interrogée, à combien il fixerait le ticket d'entrée. Vous l'avez vu déjà un peu dans la vidéo, c'est un peu spoilé, donc on est à 800 €, très exactement, la médiane, elle est à 804 €. Alors, ce n'est pas très étonnant, parce que si vous vous rappelez là aussi la vidéo, il y a quelques chiffres qui étaient passés, notamment le fait que près de la moitié de la cible qu'on a interrogée a un patrimoine financier inférieur à 25 000 € et a des liquidités disponibles inférieures à 10 000 €. Donc on retrouve un petit peu ce montant de 800 € qui est compatible aussi avec ce qu'il a, lui, de disponible. La durée de placement, on est sur une génération, alors on est sur toute génération, hein, puisque là on n'est plus sur les 30-39 ans, on est sur toute génération. Néanmoins, et la génération des plus jeunes aujourd'hui, et aussi d'une façon plus générale, on est dans un monde qui s'accélère, on veut que ça aille toujours plus vite. Donc oui, j'aimerais bien avoir une durée de placement courte, idéalement de moins de 5 ans. Je finis. Non, tu peux dérouler le troisième. Je finis le troisième. Je parlais de transparence tout à l'heure, vous l'avez vu, c'est un élément clé pour eux. Par contre, vous n'avez pas le droit, en tant qu'entreprise, en tout cas de BPI France ou France Invest, de leur mentir, parce que c'est une promesse très forte. Et eux, cette transparence, ils l'apprécient. Par contre, si dans les faits, ils voient qu'il y a un manque de transparence, c'est la sanction immédiate, en fait. Donc pour eux, c'est vraiment quelque chose, c'est très positif,
mais ça peut être aussi très négatif. Donc attention aux surpromesses. Ils veulent de la transparence, mais pour le coup, et dans les faits, ils veulent vraiment voir ce que ça donne. Et ça, en fait, on avait mesuré 7 caractéristiques pour voir quel était l'inconvénient le plus fort. Et en fait, la transparence n'est peut-être pas la première caractéristique en termes d'inconvénients. Néanmoins, c'est celle qui a la seule caractéristique qui a progressé par rapport à l'année dernière en termes d'inconvénients. Donc attention, sujet très sensible, la transparence pour eux. Merci Stéphane. Alors Alexis, question clé. Est-ce qu'il est possible de satisfaire toutes ces demandes des particuliers pour qu'ils franchissent le pas? Alors, on essaye, mais parfois c'est pas possible pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je vais revenir. Alors les tickets d'entrée, ça c'est quelque chose qui évolue assez rapidement au fur et à mesure qu'une offre se structure, qu'elle s'élargit. On est parti d'un environnement dans lequel les produits avaient quasiment tous des tickets d'entrée à 6 chiffres, donc le monde des personnes fortunées, family office, qui était aussi le monde, la frontière entre la réglementation des professionnels et des non-professionnels comme investisseurs, donc qui était assez logique. Une fois qu'on a franchi le Rubicon du monde des investisseurs non professionnels, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est progressivement des tickets d'entrée qui baissent petit à petit. Il y a de plus en plus de produits d'ailleurs qui émergent sans ticket d'entrée ou des tickets d'entrée relativement bas par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Donc là, il y a une vraie évolution là-dessus. Donc, la Pardon. bataille du ticket, on va dire, d'avoir un ticket qui est accessible pour les particuliers, on est en passe de la gagner. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, ça évolue. Voilà. Après, il faut être conscient que c'est une classe d'actifs qui reste, donc elle est différente, elle n'est pas exempte de risque en capital, c'est un produit de diversification. Donc on pense qu'il faut que les épargnants qui le souhaitent aient le choix et puissent se tourner vers ce type de placement. Après, il y a des épargnants à qui ça conviendra pas, des épargnants à qui ça conviendra. Enfin voilà, il faut Faut peut-être, pour choix. s'arrêter une seconde sur le ticket, tout ça est aussi possible grâce à la digitalisation. C'est important de toutes les plateformes qui émergent pour pouvoir donner un accès à la classe d'actifs facilité. Puisque qui dit ticket bas, il y a un coût d'entrée, donc il faut pouvoir industrialiser. Je pense qu'il y a d'énormes efforts dans l'écosystème, que ce soit les stocks de gestion, mais même les dépositaires, tous les acteurs de la chaîne pour pouvoir baisser ce ticket et traiter du volume. Il y a un vrai levier là-dessus de développement, c'est clair. Il y a des investissements qui sont en cours pour développer ça. Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est la perspective effectivement derrière. Après, sur la durée de placement, alors là, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que si on reste sur le métier de base, c'est-à-dire investir dans une entreprise, l'accompagner pendant plusieurs années et soutenir son développement, ça ne se réduit pas d'un claquement de doigts. Quelque part, c'est aussi rassurant dans cette classe d'actifs, se dire qu'on donne du temps au temps et que c'est ça qui permet de créer de la valeur. Ça ne peut pas se concentrer, c'est-à-dire une entreprise qui va grandir sur 5 ans, on ne peut pas lui demander de le faire sur 1 an ou sur 2 ans. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas raisonnable. Alors, il y a des solutions pour pallier un petit peu à ça. C'est des investissements à des niveaux, à des stades un petit peu plus tardifs. Il peut y avoir des solutions, mais fondamentalement, des produits qui sont conçus pour créer de la valeur progressivement au rythme des entreprises dans la durée ne vont pas se transformer en produits d'une certaine façon spéculatifs à très court terme. Ça ne fonctionnera pas. Il y a sûrement d'autres produits qui permettent de le faire, mais pas celui-là. Donc ça, il faut en être conscient. Il faut que ça soit bien expliqué aux épargnants. Il faut donner du temps au temps pour ce type d'investissement, ce type de support. C'est pas pour rien qu'on surnomme le capital investissement le capital patient et actif. Patient, le délai ou la moyenne de détention des sociétés du portefeuille est entre 5 et 7 ans. Donc, si on veut vraiment créer de la valeur à travers que ce soit des initiatives sur les revenus ou sur les coûts, infléchir la stratégie, on s'inscrit sur le temps long. Voilà, et puis encore une fois, ça va être fonction des enveloppes dans lesquelles ces placements se trouvent. Sur un plan d'épargne retraite qui va être détenu pendant peut-être 20 ou 30 ans, ça pose pas de difficulté. Sur un contrat d'assurance vie en unité de compte, voilà, on parle souvent de 8 ans comme horizon de détention, c'est assez compatible avec ce type de support. Sur un fonds en direct, il faut apprécier en fonction de sa capacité. Enfin voilà, il y a une pluralité de cas possibles. Il y a des véhicules de plus en plus maintenant qui permettent des sorties anticipées. Alors c'est la contrepartie d'une plus grande liquidité de l'actif. Tout ça est affaire d'arbitrage, d'équilibre. Ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est concentrer 5 ans de travail en 1 an de résultat. C'est assez surprenant parce que il y a d'autres items qu'on a mesurés comme le rendement
où le rendement médian attendu de l'échantillon était de 5% de rendement net par an, ce qui n'est pas, on peut en parler, ce qui n'est pas un niveau super élevé. Le risque attendu en médiane de tête était de 10%, c'est-à-dire que le particulier est prêt à perdre 10% de sa mise. Il y a beaucoup de pédagogie à faire dans un sens et dans un autre. Je ne sais pas si tu veux prendre le rendement ou le risque, mais je pense que ça vaut la peine de s'y attarder un peu quand même. Oui, enfin, il faut expliquer comment les deux fonctionnent. Bon, sur le risque, l'avantage très clair de ce type d'investissement par rapport à ce qui pourrait être fait en direct ou ailleurs, c'est la diversification des portefeuilles, la gestion professionnelle, le suivi au quotidien des investissements par les équipes de gestion. Donc, c'est vraiment tout ça, c'est des facteurs de limitation du risque. Après, l'économie, de même qu'elle n'est pas notée AAA sur le plan de la dette, elle n'est pas sans risque sur le plan des investissements en capital. Donc voilà, on est sur une matière dans laquelle il peut y avoir des risques. Ils sont maîtrisés, diversifiés et bien gérés dans ce type de placement. On rappelle, pour les particuliers, c'est une classe d'actifs qui est risquée, où on peut perdre une partie ou tout son capital. Vous investissez, in fine, dans le capital de ce tenant côté. Donc, en cas on va dire, de pomme, vous êtes le premier qui passe à la casserole, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il faut être très clair, même si, comme tu dis, l'écosystème, c'est beaucoup sophistiqué, c'est beaucoup professionnalisé. Et un bon gérant saura mettre en place les différents, on va dire, drivers de diversification pour mitiger ce risque de perte en capital. Mais in fine, ça reste du capital, de l'investissement en capital dans les sociétés d'un côté. Sur le rendement peut-être, sur le côté, on va dire, positif de pourquoi, c'est une des raisons pour laquelle les investisseurs remettent le pied à l'étrier, le rendement attendu. Ouais, alors nous, ce qu'on constate sur assez longue période, on a des historiques de près de 30 ans, on regarde des performances sur 15 ans, 10 ans, c'est qu'on voit que la classe d'actifs, qui est aujourd'hui essentiellement tournée vers les institutionnels, elle surperforme de façon systématique toutes les autres classes d'actifs, que ce soit les marchés cotés, l'immobilier ou les hedge funds, par exemple. Donc on est vraiment il y a une vraie surperformance installée dans la durée au travers des cycles sur de combien à peu près par an? De plusieurs points. Après, c'est variable d'une année sur l'autre, mais de plusieurs points et qui est vraiment marqué sur longue période. Donc, c'est important de le voir au travers des cycles. Et d'où elle vient cette performance, et je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est aussi ce qui explique pourquoi on est confiant, nous, dans la durée, c'est que les 2 tiers de la performance des fonds qu'on suit, dont on capte les statistiques, 2 tiers de cette performance est liée à la création de valeur des entreprises accompagnées, c'est-à-dire à la croissance interne, à l'augmentation de valeur liée à la croissance externe. Des entreprises accompagnées vont acheter d'autres entreprises, devenir plus solides, grandir. Tout ça, c'est des facteurs qu'on maîtrise quelque part, sur lesquels on a prise, sur lesquels on apporte des choses aux entreprises pour les aider à réussir. On n'attend pas que la pluie tombe et que la performance arrive. On se retrousse les manches et on est très actif pour aider à construire cette valeur et on la maîtrise d'une certaine façon. Donc on fait émerger les champions européens de demain. C'est un peu ça. On essaye de transformer des startups en licornes, des PME régionales en champions national et peut-être demain en champions mondial dans leur secteur, de consolider des écosystèmes. Enfin voilà, c'est tout ça qu'on fait, c'est rendre l'économie plus solide. Merci. Je pense qu'effectivement, on se rend compte à travers ces 2 baromètres 2022-2023 du besoin crisant de pédagogie. On a voulu aller un peu plus loin cette année, avec notamment le lancement d'une plateforme pédagogique en ligne, Épargner autrement, à destination de vous tous. Ce n'est pas du tout une initiative commerciale ou marketing, c'est vraiment une nouvelle charte graphique d'une collaboration entre France Invest et BPI France, dans laquelle vous allez trouver des informations, mais également des témoignages de chefs d'entreprise, notamment, qui vont expliquer comment le capital investissement les a aidés à grandir. Vous allez trouver également, c'est vrai, c'est une classe d'actifs à part entière avec sa terminologie, donc des lexiques, des Q&A, un quiz pour tester un peu votre expérience ou votre connaissance sur la classe d'actifs. Et même, on aimerait aller plus loin, c'est-à-dire qu'on attend vos retours, on aimerait créer une communauté, on va dire, d'investisseurs ou de personnes intéressées par la classe d'actifs qu'on pourrait animer via des webinaires, des newsletters. Donc, j'ai envie de dire... c'est une version 1, mais aidez-nous à la faire évoluer et qu'elle soit surtout utile. Je ne sais pas si on peut mettre la démo rapidement.
Donc c'est épargner autrement, bien sûr, .fr. Alexis, une première réaction sur cette plateforme. Est-ce que c'était quelque chose, tu penses, d'attendu par le marché, par vos sociétés de gestion? Est-ce que ça va être quelque chose d'utile? Ça répond clairement à un besoin. Il y a un besoin de pédagogie très clair partout sur le marché. Alors bon, c'est pas les sociétés de gestion ou les spécialistes du secteur qui vont avoir besoin des informations qu'on porte ici. Ce sont les observateurs, les épargnants, les distributeurs éventuellement qui voudraient commencer à se sensibiliser au sujet. Oui, on a besoin d'informations neutres, on a besoin de pédagogie, on a besoin de beaucoup d'explications, parce qu'encore une fois, c'est une classe d'actifs qui est différente. Stéphane, important de signaler qu'on l'a co-construite grâce au DOF Focus Group qu'on a réalisé avec une quinzaine de particuliers. Quel était un peu le cri d'alarme ou un peu l'expression des particuliers sur cette plateforme, sur cette initiative de plateforme? Alors, il y avait un élément qui était important, on l'a vu, il y a un déficit pas un déficit, il y a une notoriété qui est aujourd'hui un peu faible, même si elle s'améliore, un besoin de transparence, et puis on n'en a pas parlé, mais aussi un besoin très fort d'accompagnement. En fait, on s'est rendu compte d'un chiffre important cette année. L'année dernière, 50% des personnes qui investissent le faisaient en totale autonomie. Cette année, ce chiffre de 50%, il est passé à 26%. Donc on a la moitié des gens quasiment qui non seulement ne sont plus en totale autonomie, mais ne sont même pas passés par la case intermédiaire de dire je vais passer par un conseiller, sont allés directement à l'étape d'après qui est j'ai donné totale gestion finalement de mon patrimoine financier. Donc du coup, on voit bien qu'ils sont intéressés, ils sont curieux, mais c'est trop compliqué. Donc le fait de mettre en place une plateforme comme ça peut en effet, un, aider la notoriété pour les curieux néophytes, et deux, aussi leur apporter des éléments pour qu'eux soient rassurés et se renforcer dans leurs convictions. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut laisser réagir un peu le public sur la plateforme, ou si vous avez des questions sur cette démocratisation de la classe d'actifs. En tout cas, n'hésitez pas. Et c'était un plaisir de partager ce moment avec Stéphane et Alexis. Merci. Des questions, mesdames, messieurs? Bonjour, merci pour cette présentation. Ma question est un peu orientée puisque je travaille dans une société qui œuvre à la démocratisation du private equity. Je rebondissais justement sur ce dernier point qui était le rôle aussi des professionnels du patrimoine au sens large. Les conseillers en investissement financier, les family office pour ceux qui ont un patrimoine plus important, les banquiers privés. Est-ce que pour justement permettre la diffusion du private equity, est-ce qu'il n'est pas nécessaire justement de s'adosser à cet écosystème et à ces professionnels du patrimoine qui vont leur permettre aussi de présenter cette nouvelle classe d'actifs dans leur allocation et convaincre les épargnants français? Oui, merci beaucoup. C'est absolument indispensable. Enfin, on va devoir évidemment s'appuyer sur toutes les bonnes volontés et puis surtout sur les acteurs qui ont le contact avec nos investisseurs de demain. Donc les réseaux de distribution sont absolument clés. Les conseillers en gestion de patrimoine encore plus, puisqu'on parle plutôt de population CSP+, ici. On y travaille aussi. Comment est-ce qu'on peut les aider à faire ce travail qui est un travail très sérieux, qui doit être rigoureux, de conseils, de discussions et d'explications vis-à-vis de leurs clients. On est en train de mettre en place une formation digitale dédiée au réseau de distribution, voilà, très, très accessible pour leur permettre de maîtriser en quelques heures tout ce qu'il faut savoir pour expliquer clairement et rigoureusement tout ce qui est important autour de cette classe d'actifs. Donc oui, bien sûr, les réseaux de distribution sont clés. Ça ne doit pas nous empêcher de travailler sur la notoriété à un niveau peut-être un petit peu plus simple, plus accessible, ce qu'on fait ici avec Gorka et ses équipes. Et il faut faire les deux, en réalité. Je me permets de compléter. Effectivement, les intermédiaires sont indispensables. On est dans une
Ça doit s'inscrire pour les particuliers dans une gestion patrimoniale diversifiée, bien construite, avec une exposition qui dépend des profils de risque de chacun, qui peut aller de quelques pourcentages, de 2, 3 à 20, 30, en fonction de son profil de risque et son appétence à la classe d'actifs. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, le digital, je pense qu'il y a le responsable du digital de notre direction qui est par là, qui a notamment développé le parcours de souscription en ligne directe. Le digital, aujourd'hui, permet de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, notamment sur des parcours de souscription simplifiés, sur des tests d'adéquation, sur de la pédagogie en temps direct. C'est vrai qu'on est passé à une phase beaucoup plus évoluée au niveau de l'expérience digitale qu'on peut offrir, même sur des sujets complexes. Donc voilà, donc je dirais que c'est une combinaison des deux. Mais bien sûr que les intermédiaires qui sont les garants, on va dire, de cette gestion patrimoniale équilibrée et bien diversifiée ont un rôle clé à jouer. D'autres questions? Donc, s'il n'y a plus de questions, un petit mot de la fin pour conclure. Stéphane, je te donne la parole le premier. Oui, alors, mot de la fin, en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on a là, avec le capital investissement, un produit financier qui répond à une attente, notamment des plus jeunes, 30-39 ans, qui répond aussi à leurs valeurs, à l'accessibilité, la transparence, la traçabilité, ça on l'a vu. On voit que l'accompagnement, on se met en place. Néanmoins, on voit comme aujourd'hui, j'insiste un petit peu là-dessus, c'est une progression de la notoriété, 27%, plus 7 points. Mais à l'inverse, il y a encore 50% de potentiels investisseurs qui ne connaissent pas du tout le capital investissement. Or, quand on voit derrière, notamment les ambassadeurs qui ont déjà investi en capital investissement, et on voit l'image à 94%, qui ont une bonne image, qui ont l'intention de réinvestir à 84%, on se dit que finalement, c'est un bon produit et c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de notoriété. Donc tester, c'est l'adopter. Donc n'hésitez pas à tester avec un petit ticket. Alexis? Non, mais on est sur un outil et un produit à la fois. Un outil parce que c'est un outil clé pour renforcer notre économie, pour faire face à nos enjeux de transformation, de souveraineté. C'est un produit de long terme qui doit être commercialisé avec beaucoup de sérieux, de rigueur, d'explication aux épargnants particuliers. Il y a encore beaucoup de travail sur la notoriété, ça a été dit. Donc c'est une première étape aujourd'hui, la mise en ligne de sites internet, tout le travail de pédagogie qu'on va continuer à faire. Et je forme le vœu qu'on se reverra l'année prochaine avec des chiffres encore plus sympathiques à vous présenter. Et moi, je dirais 2 mots, fierté. On a commencé par fierté. Fierté, pourquoi? Parce que c'est un outil fantastique pour accompagner des milliers d'entrepreneurs, notamment les chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite, qui veulent assurer leur succession. C'est un cas très concret de comment le capital investissement joue un rôle dans ces successions-là. Et puis, donc, en donnant, vous, épargnants, investissant dans le capital investissement, vous renforcez les entreprises de votre pays. Donc, c'est aussi un acte, on va dire, patriotique. Dernier élément, les remerciements. Parce que tout ça, la fierté, elle est collective. Remerciements aux équipes qui ont travaillé sur le site, qui a été lancé dans un temps record. Merci Sonia qui a disparu, la voix de l'investisseur, Anne qui est au fond, et les équipes de France Invest, BPI France et d'autres personnes. Remerciements pour le baromètre, Coralie, Alexandra, qui sont dans le public, Stéphane. Et puis, remerciements à toutes les personnes qui sont en régie et qui nous ont aidés à organiser cet événement. Donc, merci beaucoup et à l'année prochaine. Alors, merci, au revoir.